Merci à tous. On va reprendre donc la session et donc je vais tout de suite donner la parole docteur Malouvier et je vais lui demander de mieux se présenter parce qu'on se présente, comme on se gratte mieux le dos soi-même, on va mieux se présenter soi-même. Merci beaucoup. Donc, je voudrais remercier d'abord les organisateurs de m'avoir invité aujourd'hui. Donc, je m'appelle Alexandre Malouvier. Je travaille pour la société Icon, qui est une grosse CRO internationale. Donc, on fait de la recherche clinique sous contrat. Je suis ici parce que je suis devenu avec le temps un spécialiste de l'IA, des données secondaires, des objets connectés. En fait, je travaille beaucoup sur l'innovation. Et annexement, je suis très lié à cette université puisque j'ai participé à la création de 2 masters de recherche clinique et de 3 DU. Donc, je suis un petit peu à la maison pour aujourd'hui. Donc, ce que je vais faire, c'est vous présenter l'utilisation de l'IA par une CRO. Donc, vraiment pour de la recherche clinique par une société de prestation de services. Donc, ce que je vais vous dire, c'est mon opinion à moi. Et on en a un peu, on a entendu ça ce matin. L'IA, en fait, c'est pas nouveau du tout. Ça date de Turing, avec le fameux test de Turing en 50. Et le concept a été créé en 55 à Dartmouth pendant le congrès c'est c'est typique de ce que font les Américains. Ils font des congrès pendant l'été. C'est très sympa. Et donc, John McCarthy avait expliqué que l'intelligence artificielle, c'était la science qui faisait faire à des machines ce qui demanderait de l'intelligence aux gens. Et il a regretté d'avoir utilisé le mot intelligence artificielle. Lui, il aurait préféré après utiliser computational intelligence. Oui, Oui, mais c'est pas à lui de... c'est pas à moi, je croyais qu'on les voyait. Attends, continue. Non, ça c'est le pupitre. C'est plutôt là-bas. C'est le- Le projecteur. On est juste Je dis pupitre, c'est ça. C'est bon. C'est mieux. Donc, on va repasser vite fait pour ne pas perdre trop de temps. Donc, voilà. Donc, ça, c'était John McCarthy avec ce qu'il racontait. Et en fait, quand on parle d'intelligence humaine, on parle de perception, de langage, d'apprentissage, de compréhension, de résolution de problèmes, de prise de décision, de créativité, d'autonomie. Et la Gen AI est qu'une partie de ça. Donc là, vous voyez les différents types d'IA, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Donc ça va du machine learning, le NLP, la Gen AI, la robotique, et après, le grand mystère qu'on attend tous ou pas, qui est l'intelligence artificielle générale qui fait fantasmer beaucoup de monde. Alors ça, c'est à nouveau une autre façon de les classifier, donc avec le deep learning qui fait partie du machine learning et de l'IA. Et vous voyez en bas les différentes différences de Gen AI. Donc la Gen AI en général, les LLM, les Large Language Modules, et après le General Pre-trained Transformer, le GPT, dont on a déjà parlé. Donc c'est des choses qui sont complexes. Et quand les gens parlent d'IA, en général, on parle de GPT ou de LLM. Alors pourquoi on l'utilise? Parce qu'on veut faire des prédictions, parce qu'on cherche des patterns, des motifs, et ça, l'IA est très très bonne pour ça, surtout les grands réseaux de neurones. Et dans mon cas, à moi, en tant qu'industriel, c'est pour automatiser au maximum le travail. Un des messages clés que je peux faire passer aujourd'hui, c'est que pour une pharma, utiliser de l'IA, c'est bien. Pour une CRO, une boîte de prestations comme nous, qui vivons uniquement de nos services, c'est une question de survie. Donc nous, on n'a pas le choix. C'est-à-dire les CRO qui utiliseront pas, qui vont pas automatiser leur process avec de l'IA, ils sont condamnés à mort sans doute possible. Donc ça, on en a déjà parlé. Donc automatisation, on est capable d'analyser les données plus vite. Et en fait, quand je parle d'analyser les données plus vite, c'est maintenant en temps réel. Et vous savez qu'en recherche clinique, maintenant, c'est pas simplement les CRF à la fin de l'étude. On reçoit des flots de données d'appareils connectés en permanence. Ça permet de prendre des décisions. Ça permet de diminuer les erreurs humaines. Et surtout, ben, ça va pas se coucher. Alors, les limites des LLM. Alors, je travaille pour une boîte Icon. On est irlandais. Donc, ça, c'est la bibliothèque de l'Université de Dublin.
Et dans les limitations que vous voyez des LLM, c'est ce qu'on appelle le knowledge cutoff. Les modèles, ils sont entraînés sur une base de données, en général, qui provient d'Internet. Donc, tout ce qui n'est pas dans Internet n'est pas utilisé pour entraîner le modèle. Et l'exemple que je donne souvent quand je suis en vidéo, moi, je travaille de la maison. Derrière chez moi, j'ai toute ma bibliothèque de sciences. Je suis un naturaliste. Et je pense qu'à peu près 90% de l'information qu'il y a dans les bouquins est pas sur Internet. Et donc, ça veut dire que, ben, en fait, vous travaillez sur un nombre de données limité. Il y a l'effet black box qui est absolument impossible pour nous. On ne peut pas travailler sur des systèmes qui ne sont pas explicables. Il y a les hallucinations, les bias. Et ce que moi, je crains le plus en tant que profession intellectuelle, c'est la médiocrité. Puisqu'en fait, les LLM, ils ont tendance à donner une réponse médiane. Ce n'est pas très créatif et c'est très con. Alors, les hallucinations, tenez-vous bien, parce que je vais vous présenter quelque chose qui a été publié et accepté dans une revue à comité de lecture. Il y en a qui ont travaillé avec des rats ici, parmi vous ou pas? Voilà. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ben ça, c'est un papier scientifique, soi-disant, qui a intégralement été fait par Midjourney. Et donc, vous voyez des rats comme ça, à trois testicules, on en voit beaucoup. Moi, qui ai beaucoup travaillé avec le rat. Et après, tout le schéma que vous voyez là, c'est juste les mots veulent rien dire. Ça a été accepté dans une revue à comité de lecture. Donc ça, c'est une hallucination. Et c'est pour ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous, en sciences, enfin dans l'industrie pharmaceutique, dans des milieux réglementés, on ne peut pas utiliser de l'IA. Il y a l'autre problème, et ça c'est moi qui coach pas mal d'étudiants, c'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'on est dans une situation complètement débile, où on a des CV générés par des IA qui sont revus par des IA. Donc, comment est-ce qu'on sort de là? Il y a des moyens de le faire, il faut remettre l'humain dans la boucle. Et nous, le pire, en tant que CRO, on est confronté à des faux profils. C'est-à-dire, on voit des gens qui n'existent pas. Et ils ont tout généré par de l'IA. Il y a des boîtes qui vous génèrent des dossiers pour vous donner des qualifications. Aux États-Unis, on pense que 25% des candidats ne sont pas qualifiés. Et donc, on est dans cette situation-là qui est complètement débile. Alors, pour nous, industriels, alors c'est peut-être un peu moins vrai dans d'autres domaines, mais pour nous, le plus gros problème, c'est ce qu'on appelle le shadow AI, c'est-à-dire l'utilisation pas autorisée d'IA par nos employés. Et l'exemple classique, c'est nos employés qui mettraient dans LLM des documents qu'ils n'ont pas le droit d'y mettre. Et donc, ça, du coup, c'est de l'information qui fuiterait, ça peut être des choses assez graves. Et donc, pour nous, c'est essentiel de contrôler toutes les utilisations de l'IA dans l'entreprise et c'est demandé par l'EU AI Act. Alors, pour nous, les dangers, ben, c'est la non-compliance, les problèmes de fuite de données, qualité pas cohérente et surtout des problèmes d'IPA assez graves. Alors, j'ai parlé de l'EU AI Act qui est ici, donc qui est déjà rentré qui a déjà été implémenté sur ce qu'on appelle les risques inacceptables. Donc, ça doit être depuis la fin de l'année dernière, les risques inacceptables sont totalement interdits. Donc, c'est la reconnaissance faciale, c'est ce genre de choses. Et donc, ce que vous voyez, c'est que comme beaucoup en recherche clinique, de l'évaluation et du management de risque. Donc, quand j'ai commencé à bosser dans notre centre d'excellence en IA, je pensais qu'on se situerait dans le minimal risque. Et en fait, très, très vite, quand on gratte, on se rend compte que les risques ne sont pas si minimum que ça et il faut vraiment regarder. Et dans l'utilisation de l'IA, il y a évidemment les outils que je vais vous présenter que nous, on a générés. Mais il y a aussi beaucoup d'outils qu'on utilise, que nos clients utilisent. Copilot, par exemple, c'est un bon exemple. Quand on utilise Copilot de Microsoft, c'est de l'IA. Et c'est quelque chose que nous, on ne contrôle pas. Donc, quel est le danger d'utiliser le Copilot? Quel est le risque associé à l'utilisation de Copilot? C'est des choses qu'il faut évaluer et ce n'est pas facile. Alors, de manière plus directe pour nous, l'EMA et la FDA ont émis des principes communs pour l'utilisation dans le développement des médicaments et des dispositifs. Et ça fait beaucoup de sens. Donc, c'est human-centric by design. Donc, c'est toujours l'humain qui doit être au centre des process. L'approche basée sur le risque qu'on vient de voir dans les UA Act, les standards, la clarification du contexte d'utilisation, des expertises multidisciplinaires, ça c'est super important. Si vous voulez faire il ne faut jamais laisser l'IA dans les mains des techniciens, des informaticiens, c'est le meilleur moyen de se planter. Il faut que vous ayez une data governance en place, vous ayez des modèles de développement et surtout, il faut que vous ayez des cycles du management du cycle de vie de vos produits. Ce n'est pas parce que vous avez créé quelque chose qu'il ne faut plus y toucher. Il faut regarder comment ça évolue, surtout sur les systèmes qui apprennent, qui sont auto-apprenants.
Alors, la vision chez nous pour l'IA, c'est ça, c'était d'accélérer le temps, parce que en fait, ce que nos clients veulent, c'est qu'on réduise le temps pour qu'on aille plus vite, c'est amener le médicament le plus vite devant les patients. Et donc, partout, on peut gagner du temps. Par exemple, pour la rédaction d'un protocole, on peut passer de 4 semaines, un mois à une semaine. Donc, ça, c'est toujours gagné. Il y a plein d'exemples comme ça. On travaille sur du data. Il faut qu'on surveille nos patients au niveau safety du mieux possible. Et il faut évidemment qu'on reste toujours compliant et avec les réglementations et avec nos règles d'éthique. Et là, l'éthique est au cœur du sujet. Alors, comment on a fait? C'est là où on a été précurseurs. On avait été les premiers à faire ça. On a créé un centre d'excellence en IA auquel j'appartiens. Donc, et dedans, c'est pas des informaticiens. Moi, je suis pas du tout un informaticien. Je suis un physiologiste à la base, un spécialiste de la recherche clinique. Et ce qu'on a mis dans ce centre d'excellence, c'est tous les différents experts de la boîte, donc le réglementaire, le légal, le cyber, le data privacy, les opérations et évidemment IT. Et donc tous ces gens-là, on travaille ensemble, on évalue nos projets et on est la tour de contrôle sur le déploiement de l'IA dans l'entreprise. On va définir la politique de déploiement de l'IA et on va contrôler que les choses se passent bien et qu'il n'y a pas des gens qui sont en train de bricoler dans leur coin parce qu'on va avoir des inspections. Vous imaginez le problème, vous avez une inspection d'IA, on découvre que vous avez des utilisations, des usages d'IA qui ne sont pas prévus. Et en plus, ils sont illégaux. Et là, vous allez avoir des gros problèmes. Les amendes qui sont prévues par le EU AI Act, qui en général vont s'accompagner de problèmes de data privacy, peuvent être colossales. Pour une entreprise comme Icon, c'est en pourcentage de chiffre d'affaires. Donc on avait besoin de faire ça. On est allé plus loin, c'est-à-dire on a créé un réseau d'ambassadeurs. C'est dans chaque département, dans chaque groupe de l'entreprise, et on est 40 000. On a récupéré, on a identifié quelqu'un qui était plus en pointe sur les problèmes d'IA et on l'a intégré dans notre réseau des ambassadeurs. Donc, on a à peu près 200 personnes dedans. Et c'est des gens qu'on forme en permanence, qu'on tient au courant de ce qu'on est en train de faire, mais qui aussi nous remontent les besoins des équipes. Donc, c'est quelque chose de réellement bidirectionnel pour nous assurer qu'on va dans le bon sens et que tout le monde partage la vision. Et enfin, on a formé la totalité de nos employés. Et ça, c'est obligatoire aussi. Donc, on a des modules de formation en IA pour leur apprendre les bases, entre autres pour éviter le shadow AI et pour leur expliquer un truc qui est hyper important, parce qu'au début, c'était le cas, vous ne serez pas remplacé. Et ça, c'était aussi important parce qu'il y a eu des inquiétudes absolument monstrueuses. Alors ça, c'est certainement le truc dont je suis le plus fier. Donc, moi, je suis arrivé dans ce centre et en fait, ils développaient des solutions à droite, à gauche en fonction des demandes. Et j'ai dit, stop, on arrête de faire ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper la totalité des process sur lesquels on peut appliquer de l'IA et on va se faire un véritable roadmap du moment où l'appel d'offres des clients arrive chez nous au moment où on donne le rapport d'étude à la fin. Et ce qui est rigolo, c'est que l'EFPIA, donc le syndicat européen de l'industrie pharmaceutique, avait fait un roadmap identique. Ils sont totalement superposables, ce qui prouve que c'était assez logique, en fait. Donc, on n'avait rien inventé de génial, à part que eux, en amont, ils avaient tout le drug discovery que nous, on ne fait pas. Et c'est le drug discovery, c'est vraiment là où est la valeur ajoutée pour une boîte. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer certains de ces outils qu'on utilise ou qu'on a développés. Et non seulement on a un mapping, mais on a des outils qui sont mûrs. On a une dizaine, enfin peut-être pas une dizaine, on a 7 ou 8 outils qui sont assez mûrs. Et on a d'autres outils qui sont en développement. Et il y en a d'autres qui sont prévus. Donc c'est véritablement une stratégie qui est déployée. On ne se contente pas de développer des choses. Et ce que vous allez voir, c'est que là-dedans, il n'y a pas un seul LLM. Tout ce qu'on va développer, c'est pratiquement des outils de machine learning qui font des choses assez basiques, donc qui font rapidement des choses très lentes. Alors, je vais vous montrer, ça c'est le premier exemple, c'est un de nos plus vieux outils, c'est OneSearch. Donc ça, c'est alimenté par des sommes de données absolument hallucinantes sur tous les essais cliniques qui existent dans le monde, tous les centres qui existent, nos données, des données qu'on achète. Et donc, ça nous permet de sélectionner avec de l'IA les meilleurs centres. Donc, l'idée, c'est d'aller plus vite. Donc, on a diminué par 50% le temps de sélection des centres. Nos clients sont contents. Et un truc qui est super important, qui est une source de frustration énorme pour nous, c'est qu'à peu près dans toutes les études cliniques, vous allez avoir entre 5 à 10% des centres que vous allez ouvrir. Donc, vous avez dépensé du fric pour les identifier, pour les former, vous avez envoyé le matos, et 5 à 10% des centres ne recruteront pas un seul patient. Et ça, c'est une plaie. Et nous, on arrive à diminuer de moitié ce nombre de centres. On n'arrive pas tous les éliminer, mais on peut. Et on arrive à avoir nos premiers patients plus tôt et notre dernier patient inclus plus tôt aussi. Donc ça, c'est vraiment ce que nous demandent nos clients. Alors, nos clients, ils disent, bah, vous utilisez de l'IA, donc vous allez nous faire un discount.
Pas du tout. On a investi beaucoup d'argent, donc vous continuez de payer comme avant, mais ce qu'on vous donne en échange, c'est du temps, et vous allez aller plus vite. Et là, vous voyez, on avait gagné un prix. Alors ça, c'est mon bébé. Ça, c'est la première IA que j'ai faite il y a 7 ans. Donc c'est une IA qui est capable de prédire pour une molécule en développement la probabilité que les autorités de santé européennes ou américaines imposeront des études post-marketing. Quand même pas mal. Alors ça marche. Alors ça, c'est comme ça que je suis tombé dans le piège, en fait. C'est pour ça que je suis un expert en IA. C'est que j'ai un de mes collègues qui est venu me voir, en me dit, ton raisonnement pour prédire ce qui se passe, je suis capable de faire mieux que toi avec de l'IA. Donc je me suis marré doucement, on a bossé ensemble. Et c'est là où le process est vraiment intéressant. C'est que je me suis retrouvé avec une data scientist qui connaissait rien à la recherche. Et des études post-marketing, elle ne savait même pas ce que c'était. Et moi, évidemment, le random forest, je ne savais pas ce que c'était non plus. Et avec le dialogue qu'il y a eu entre elle et moi, donc elle analysait les données, elle me demandait si c'était explicable ou pas, et on a avancé. On a mis 6 mois quand même pour arriver à faire ça. Et on a un outil qui a en fait une prédictabilité de 99% aux États-Unis. Et c'est en fait le nœud, c'est le mécanisme d'action. Et on voit que les autorités de santé sont en fait très régulières, enfin sont très cohérentes dans la façon dont ils évaluent les molécules. Je suis pas en train de faire de l'espionnage chez la FDA ou à l'EMA. Et ça, c'est un outil assez génial. Alors, on va être très clair. Si je vais voir un client et qu'il ne sait pas qu'il va avoir des études post-marketing, c'est qu'il n'est pas bon. Donc, ce que vous voyez là, c'est un outil de marketing et de business développement. C'est un outil qui nous permet d'abord de nous la péter. Donc là, c'est les deux prix qu'on a gagnés. Et surtout, ça nous permet de frapper à la porte du client en disant, vous savez que vous avez une molécule en phase 2 qui va avoir des études post-marketing, bossons ensemble pour que vous ne les ayez pas. Donc on est vraiment, on voit que là, c'est une utilisation très spéciale de l'IA. Alors Iconex, ben, c'est pareil, c'est un petit peu comme OneSearch, ça c'est un outil qui fonctionne très bien. Donc ça joue sur l'analyse de la bibliographie. Donc ça nous permet de mettre en évidence des réseaux de PI qui travaillent ensemble et ça va nous permettre, principalement dans les maladies rares, mais ailleurs, de commencer à de repérer les nouveaux KOL, donc les KOL émergents. Et ça, c'est assez intéressant. Et c'est des gens, si vous n'avez pas du monde sur le terrain, vous ne le voyez pas, grâce à l'analyse de la biblio, on arrive à le faire assez bien. iSubmit, alors ça, c'est le truc chiant par excellence. C'est le truc que tout le monde déteste, c'est là où on se plante. C'est le TMF, le Trial Master File. Donc tous les documents d'un essai vont être mis dans un TMF qui va être notre deliverable à la fin qu'on va donner. Et en général, c'est mal, même si c'est fait de manière électronique, il manque toujours des documents, il y a toujours des choses comme ça qui manquent, c'est mal classifié. Ben ça, on utilise de l'IA. Et donc l'IA, le modèle est capable, voit le document, est capable d'extraire les données, les métadonnées, de voir s'il manque des choses où il y a des erreurs. Il va proposer, c'est pas lui qui automatiquement va aller le ranger, il va proposer aux spécialistes de TMF un endroit où mettre le document, il va aller le mettre. Et en parallèle, il fait du contrôle, des contrôles de qualité, savoir si on a bien le contrat pour le centre, s'il existe, s'ils ont eu des formations, ainsi de suite. Donc là, vous imaginez que vous avez un problème. Vous êtes inspecteur de la FDA. Vous débarquez avec vos deux petites mains, vos deux petits yeux pour auditer un TMF qui a été pour inspecter un TMF qui a été fait avec de l'IA, c'est zéro défaut. Et donc la réponse de la FDA, ben, c'est on va utiliser de l'IA pour auditer les TMF. Mais ça, c'est un exemple où en quelques années, et on n'est pas les seuls à faire ça, il y a d'autres boîtes qui font ce genre d'outils, mais à terme, ces choses-là sont totalement faites par de l'IA, avec un contrôle humain. Alors, Smart Draft, ça c'est aussi c'est la plaie, c'est une des raisons des plus importantes du retard de démarrage d'une étude. C'est la signature du contrat entre le sponsor et le centre. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise de l'IA qui va nous permettre d'aller dans nos banques de données récupérer les dernières versions acceptées par le centre pour le sponsor. Et donc, on ne part pas du template, du modèle de base, on est capable d'arriver à un modèle qui est très avancé. Et là, on est dans la première partie. À terme, je pense que ça va nous faire gagner, ça peut nous faire gagner 3 mois sur l'ouverture d'un centre. Donc, à nouveau, très bête, machine learning. Alors ça, puisque maintenant j'appartiens plutôt au MAPI Research Trust qui s'occupe des proms, des prems et des COA. Donc, on a une base de données qui est très vieille, qui s'appelle eProvide, dans laquelle on a tous les outils qu'on connaissait. On en avait plus de 7000 quand on a commencé ce projet. Et en fait, on a des techniciennes qui vont sur Internet, qui font des recherches dans le PubMed et ces choses-là pour voir s'il y a des publications, s'il y a des nouveaux outils. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on utilise un outil qui, avec du machine learning, est capable de deux choses.
il est capable de reconnaître. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est compliqué parce que les noms des outils sont compliqués. Il y a des abréviations qui ne sont pas les mêmes. C'est assez mal fait. Et là, donc, non seulement l'outil est capable de reconnaître des papiers avec des outils qu'on a identifiés qui sont dans notre base. Donc, on va pouvoir très rapidement les remettre dans notre base. Mais ils sont capables d'identifier des nouveaux outils qu'on n'avait pas vus. Et après la phase de test, on a doublé le nombre de proms qu'on a dans notre base en une seule fois. Et sur une durée qui durait 5 ans. Donc, et au début, nos techniciennes étaient mortes de trouille. J'ai dit, on va servir à rien. J'ai dit, non, vous allez servir à quelque chose. C'est tout le temps débile que vous passiez à faire de la recherche, ça va disparaître. À la place, vous allez pouvoir, ce que vous aurez à faire, c'est prendre des décisions, valider la décision de l'IA et le ranger. Donc, en fait, on est devenu extrêmement efficace. Alors oui, ça nous permet de faire plus avec moins de personnes, mais ça n'enlève pas l'humain. Donc ça, c'est aussi un autre outil. Ça, l'analyse des CAPA, donc c'est les problèmes qu'on voit, corrective action, preventive action, c'est un cauchemar, ça nous prenait des siècles. Ben ça, maintenant, c'est fait avec de l'IA, donc on gagne beaucoup de temps, et c'est sur un truc qui enquiquinait tout le monde. On parlait de données. Alors, tous les outils que je vous ai montrés, c'est des outils qu'on a développés en interne, mais on est très paresseux. Donc là, pour les données, on utilise l'outil de Medidata Studio, donc Dassault Systèmes, hein, qui s'appelle Clinical Data Studio. Et donc, c'est un partenariat stratégique qu'on a avec eux. C'est quelque chose où il y a de l'IA à tous les étages. Et ce que ça fait, c'est que ça analyse en temps réel toutes les données qui rentrent dans la base de données. Donc, ça analyse les données, ça vérifie si l'info est là ou pas. Si elle est cohérente, ça peut commencer à poser des questions si ça ne va pas. Et par exemple, sur les dispositifs connectés, ben, ça vérifie que ce qu'on reçoit est bien là et que les patients n'oublient pas de porter leur dispositif. Ça va être obligatoire pour tout le monde. Les CRO qui n'utiliseront pas ce type d'outils, elles vont avoir des problèmes parce qu'elles n'arriveront jamais à être en compétition avec nous et c'est une demande de nos clients. Donc, vous voyez des choses extrêmement pratiques. Donc, ça, je vais passer dessus très vite, c'est la réconciliation de données. Les IA sont très bonnes pour ça. Et ça, c'est si vos enfants veulent faire un nouveau métier, rédacteur médical, rédacteur technique, traducteur, vous oubliez. Ce n'est pas la peine, c'est des métiers qui vont non pas disparaître. Et on va voir ce qu'on a vu, s'il y a un article qui est paru à Stanford qui s'appelait The Canary in the Mine, où ils expliquaient que chez les développeurs, on voit une crise de chômage chez les jeunes développeurs. Pourquoi? Parce que les vieux, ils ont appris à utiliser de l'IA et ils codent avec de l'IA, donc ils n'ont plus besoin des jeunes qui apprenaient avant. Et donc là, c'est un problème qu'on voit avec le medical writing, c'est-à-dire que les rédacteurs médicaux qui vont être capables d'utiliser de l'IA, ils vont être très efficaces, il y aura moins de postes. Et donc là, on se rend compte qu'à terme, sans doute de l'année prochaine, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, tous les documents produits chez Icon seront produits par de l'IA, revus par des humains. Je ne sais pas si vous vous rendez. Et pour les traductions, puisqu'on parlait des traductions après, les traductions en recherche clinique, quand vous passez d'une langue A à une langue B, vous avez 3 passages. De la langue A vers la langue B. Après, vous avez une back translation de B vers A et une dernière. Dans notre cas, nous, les 2 premières sont faites par des IA. Autant vous dire que nos freelances qui travaillent à travers le monde pour faire les traductions, ils font la gueule, ils ont perdu 60% de leur boulot. Nous, par contre, on est 3 fois plus rapide. On est moins cher. Donc, ce qu'on a fait, on a baissé nos tarifs pour être compétitifs vis-à-vis de la concurrence. Et on rend à notre client et de l'argent et du temps. Et ça marche très bien. Donc ça, à nouveau, c'est des choses qui sont totalement irréversibles. Si vous ne le faites pas, vous êtes mort. Alors, on parlait des milieux réglementés. Tout à l'heure, on avait parlé de l'aéro. Et moi, je suis un grand fan d'aéro, parce que vous savez que j'ai bossé à la NASA. Et là, c'est un exemple. Il y a énormément d'analogies entre l'industrie pharmaceutique et l'aéronautique et le nucléaire, dans le sens où on est des industries réglementées. Donc là, vous avez un cas que vous connaissez bien, de Boeing, qui s'est amusé à auto-certifier ses avions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Bilan, 2 avions par terre, 400 morts et un arrêt de tous les vols. Donc nous, on est dans un environnement très clairement où on ne peut pas laisser les IA aux commandes. Et c'est ce qui est assez rassurant, c'est que du coup, on ne sera pas remplacé. Alors ça nous amène, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, c'est le modèle du centaure de Garry Kasparov. Garry Kasparov, qui était le champion d'échecs, il avait été un petit peu vexé d'avoir été battu par Deep Blue. Et il faut savoir que le Deep Blue d'IBM, ce n'était pas une IA qui était conçue pour gagner aux échecs, elle avait été entraînée pour battre Kasparov. Et donc Kasparov, il a beaucoup travaillé là-dessus, et sa conclusion, en fait, c'est que les IA seront toujours supérieurs aux humains, ne serait-ce que par la puissance de calcul brut.
que les IA sont équivalentes entre elles, mais que le modèle gagnant, c'est le modèle du Centaure, c'est l'IA augmentée par l'humain, et non pas le contraire. Et ça, c'est un modèle, je pense, qui est extrêmement pertinent pour nous, en fait. Voilà. Déjà, je suis vraiment confus. Je n'ai pas pu te présenter. Je faisais de l'intendance dans les étages. Donc, je fais les présentations en retard. Donc, Alexandre Malouvier, donc, il a un parcours très particulier, très intéressant. Donc, je ne sais pas s'il vous a dit, il a fait une thèse en physiologie spatiale. Il était à la NASA. Il s'est entraîné pour être astronaute. Mais je pense Challenger a explosé. Ah, annulé. Bon, bah, c'est bien. Donc, tu n'as pas porté malheur. Voilà. Donc après, il est devenu, enfin, il est revenu en France. Il est dans le domaine de la recherche clinique et je le connais depuis 15 ans. Depuis 15 ans, je vois l'évolution de la recherche clinique à travers Alexandre. Donc au départ, si j'ose dire, c'était une recherche clinique un peu de papy. Et là, vous voyez, c'est de l'IA, c'est très développé. Voilà. Maintenant, est-ce que vous avez des questions à poser à Alexandre? Juste une extrapolation potentielle, puisque vous nous dites quels sont les métiers qui vont disparaître. Est-ce que vous êtes posé la question, vous êtes capable de dire en médecine quelles sont les spécialités qui vont souffrir de l'intelligence disparaître? J'ai bien compris qu'il y aura toujours un être humain derrière pour recontrôler, mais lesquels vont le plus souffrir ou, si on va être positif, ils vont profiter de l'IA? Alors, je pense qu'il y a le problème de la responsabilité en médecine. Donc, un peu comme nous, nous, c'est réglementaire, mais vous avez cette responsabilité. À la fin, ce n'est pas l'IA qui va aller en taule s'il y a un problème, c'est vous. Donc, je pense de la même manière pour vous comme pour nous, vous ne pourrez jamais être remplacé. Et c'est ce qu'on a entendu d'ailleurs tout à l'heure, c'est que ceux qui vont réussir, c'est ceux qui sauront utiliser les outils. Et c'est ce que je dis à mes collègues. Alors, il y avait une question ce matin, comment on apprend? Alors, spécifiquement pour les LLM, je pense qu'il y a une méthode qui est très simple, c'est comme le vélo, il faut pratiquer. Et il faut s'entraîner. Donc moi, la façon dont je bosse avec j'ai très peur des LLM parce que je pense ils peuvent me rendre débile et ça, j'aime pas. Mais ils sont aussi très puissants dans certains cas. Donc ce que je fais, c'est que je travaille beaucoup sur les prompts. Vraiment le prompt engineering. Qui je suis? Quelle est la question? Quel est le concept? Comment je veux le résultat? C'est la façon dont ça fonctionne. Si vous utilisez ces quatre éléments-là, ça va marcher. Et en général, je soumets la question à trois modèles différents. J'aime bien le Chess Mistral parce que je suis un peu chauvin. Mais ça peut être Gemini, ça peut être Perplexity, ça peut être d'autres. Et en plus, ça bouge tout le temps. Donc là, c'est impossible de suivre. Et je regarde ce qui sort. Et là, si vous voulez voir, bon, moi, je vous ai montré une alu qui était rigolote. Ma première hallucination à moi, c'était sur un sujet que je connais bien, qui était la bouffe. J'ai été invité dans un resto. J'ai un de mes amis qui travaille dans l'industrie pharmaceutique qui voulait m'inviter dans un resto dans le 19e où j'habite pendant les JO. Il m'avait envoyé la veille la liste des trois, des trois. Il avait fait un prompt chiadé, restaurant français, classe, pour faire plaisir, repas d'affaires, tout ça. Le premier, c'était Mensae, qui est le seul restaurant étoilé du 19e. C'est deux mois de réservation à l'avance. Par contre, on était les deux seuls clients ce jour-là. Bravo les JO. Le deuxième, je ne savais pas. Puis le troisième, il est en bas de chez moi et je ne le connais pas. Je dis, tiens, c'est bizarre, j'ai un resto que je ne connais pas en bas de chez moi. Et en fait, ce que le Perplexity avait fait, vous avez pris le nom d'un restaurant libanais avenue Jean Jaurès, l'adresse d'un kebab pourri rue de Crimée et inventé tout le contenu. Et là, vous avez votre première alu, et là, ça a été. Et donc, sur le conseil que je vous donne, c'est quand si vous voulez travailler, comprendre comment fonctionnent les LLM, interrogez-les sur des sujets où vous êtes expert. Si c'est du macramé, c'est du macramé. Si c'est l'histoire napoléonienne, et là, vous allez voir les limites tout de suite. Ça va être intéressant. Juste pour apporter une précision, donc il y a un très bon rapport des arts et métiers sur l'IA en médecine. Et ils ont énuméré toutes les spécialités de médecine et même de santé en général où l'IA va être très importante, voire remplacée. Donc là, ils ont par exemple tout ce qui est biologie, biochimie, génétique moléculaire, anapath, radiologie. Donc il y a une très très forte intervention de l'IA. J'ai une question par rapport à votre cœur de métier de CRO. Je suis là. Vous avez dit que finalement, sur la sélection, par exemple, des centres, il y a un apprentissage, mais on sait que les centres évoluent. Comment vous réintroduisez un peu parce qu'il y a des nouveaux investigateurs, comment vous alimentez les changements possibles? Alors, par exemple, pour ça, on est connecté à la base de Sightline, qui est mise à jour quotidiennement. Et les données sont récupérées par une API.
Donc, en fait, nos données sont mises à jour de manière quotidienne, pas même instantanée. Donc, les nouveaux investigateurs qui viennent, alors là où ça va être moins instantané, c'est nos données historiques à nous, puisque évidemment, c'est au décours de l'avancée de nos études. Mais alors dans Sightline, je crois qu'on a, je ne sais plus combien on a de centres et combien on a de PI, c'est absolument colossal et c'est mis à jour de manière permanente. Merci. Peut-être pas trop longtemps, parce que Une respecte le timing. petite question juste. Dans 2-5 ans, comment vous voyez les choses dans le monde actuel où tout bascule, où il y a un outil extraordinaire qui révolutionne l'humanité, mais comme chaque outil, ça dépend qui l'utilise, comme le couteau qui peut sauver ou tuer. Comment vous voyez dans 2-5 ans les choses en sachant que l'Europe, Dublin, l'Europe, effectivement, ne fabrique pas de PC, pas de téléphone, et que tout est quasiment américain ou asiatique? Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? 2-5 ans, comment vous voyez les choses? Je suis plutôt pessimiste, mais on n'a pas le choix, donc il va falloir qu'on évolue et qu'on se prenne en charge nous-mêmes. Actuellement, on va être très clair, la science américaine est en train d'être détruite, et c'est pour nous l'occasion historique de prendre le lead. Donc pour les choses, je pense qu'il faut qu'on se désaméricanise, qu'on s'en chinoise pas et qu'on développe nos propres outils. Ouais, c'est vital. Ouais, et puis faut y aller, quoi. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on continue. J'ai le grand plaisir donc d'introduire Stéphane Mouchaba, qui est donc psychiatre et féru d'innovation. Je pense qu'en termes d'intelligence, l'IA a encore à envier à l'intelligence de Stéphane, l'intelligence humaine. Et je lui ai demandé donc de nous parler de décision médicale et de biais cognitifs. Merci Stéphane. Merci Wissam, je suis très heureux d'être là. J'ai écouté plein de choses fantastiques. Et donc moi, ce que je vous parlais, je vais aborder un sujet intéressant. Donc je travaille dans un laboratoire de recherche à l'Institut du Cerveau où on développe des solutions IA pour la psychiatrie, aussi de la prospective. Et aussi, je travaille beaucoup sur l'acceptabilité des interfaces homme-machine pour essayer de comprendre comment une innovation peut être acceptée par un groupe, en particulier celui des psychiatres, qui n'est pas simple à gérer. Mais aujourd'hui, c'est peut-être autour d'un article qu'on avait publié avec l'équipe il y a 4 ans. Est-ce que les biais cognitifs liés à la décision médicale peuvent être mitigés, parce que c'est le terme qu'on donne, avec de l'IA et en particulier avec une utilisation particulière de biomarqueurs numériques qu'on appelle le phénotypage numérique. Et je vais commencer par quelque chose de simple. S'il y a des cardios, des médecins dans la salle, vous reconnaissez un électrogramme, un électrocardiogramme qui est normal. C'est l'histoire d'un type, vous allez voir, c'est assez étonnant, 50 ans, sportif au niveau, pas de diabète, pas de cholestérol, non-fumeur, pas d'antécédents, qui a une douleur thoracique de survenue brutale à l'effort. Une fois, 2 fois, il va aux urgences près de chez lui, d'un hôpital parisien connu, et on rentre, on lui dit, qu'est-ce que vous avez? Il y a une douleur, là, tiens. Ils lui font le CG qui est normal, ils lui disent, vous voulez faire quoi? Le type, il ne sait pas, il sait pas, il dit, bon, bah, voyez un cardiologue, etc. Le type rentre chez lui, la douleur est toujours là, et il va mettre son dossier dans ChatGPT. Voilà, homme, 50 ans, pas d'antécédents. Le type fait jusqu'à preuve du contraire, c'est un ogre instable, il faut retourner aux urgences, c'est très très grave, etc., etc. Il est 11 h, le type, il a autre chose à faire, il se dit, il fera le lendemain. Le lendemain, il prend son vélo, comme d'habitude, un mois avant, il faisait des cols dans les Pyrénées, il va tout droit et la douleur reprend. Et il a une chance, ce type-là, il est médecin, il arrive à l'hôpital, il tombe sur un copain cardiologue qui lui dit, bouge pas. Et il se retrouve avec une coronarographie suite à des tropos, avec un stent sur une artère de 2 mm. Ce mec, c'est moi. C'est l'histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans. Et je peux vous dire que quand on parle de confiance entre l'humain et l'IA, eh bien, j'ai revu la copie, sachant que je travaille dessus. Parce qu'en psychiatrie, on n'arrête pas de nous embêter en disant oui, le lien, les machins, les bidules. Ok, moi, je leur montre tout simplement que j'ai failli crever parce qu'un mec à 23 h, on n'avait rien à faire. Il m'a sorti le truc classique des médecins de garde, c'est il y a 4 heures d'attente, tu vois, que je ne connais pas le truc pour faire fuir les gens. Et je suis rentré chez moi avec un syndrome de menace, avec une artère de 2 mm. Le reste, tout va bien, cœur sain. Mais j'ai failli y rester parce qu'un humain, à un moment, avait autre chose en tête. Et ben moi, je vais vous parler un petit peu de comment je vois les choses différemment. Parce que la médecine, c'est un peu une scène de crime. Vous avez au sol la victime, c'est le malade, les preuves, les symptômes que le détective, le médecin doit rassembler pour essayer de trouver le criminel, la maladie, et l'envoyer chez le juge, le traitement. Imaginez en 1900 le nombre de crimes qu'on ne résout pas. Il y en a plein. Même, on ne sait toujours pas qui est Jacques Léventreur. Il y a 3-4 hypothèses. Or, en 48 heures, bon, ça c'est des petites images que j'ai faites moi-même quand j'étais au Ghana pour parler d'IA il n'y a pas longtemps, en 48 heures, l'IA a trouvé le criminel. Pourquoi? Parce qu'on fait du profilage, on analyse les preuves, de la granularité qui n'est pas la même.
Eh bien, c'est peut-être ça la différence aujourd'hui. C'est est-ce que le détective est-il toujours logique? Eh bien non, le détective médical, c'est à peu près ça. C'est un type qui a un cerveau de 100 000, 200 000 ans. Il n'est pas bête. Simplement, il est optimisé pour autre chose que de faire que du diagnostic. Il est optimisé pour des choses simples, acquises pendant l'évolution, qui s'appellent la survie. Accessoirement, quand le pilotage automatique marche moins bien, il fait appel à la conscience. Vous ne me croyez pas? Allez, niveau deuxième année de maternelle, 1+1. Niveau CE1 de mon époque et 6e ou 5e de maintenant, 10 fois 10. Niveau bac, 23 fois 37. 851, c'est simple. Bon, je connais par cœur le résultat. Qu'est-ce qui s'est passé? Tant que c'était automatique, vous avez donné les réponses. Dès qu'il faut calculer, eh ben vous êtes arrêté. Pourquoi? Le poids du cerveau, c'est 2% à peu près de tout le corps, mais ça consomme 20% d'énergie, même chez les crétins. Donc ça veut dire que on n'utilise pas notre énergie pour rien et on va plutôt se référer à ce qu'on appelle des heuristiques, c'est-à-dire des grands schémas issus de l'évolution qui sont adaptés pour résoudre des problèmes. Et ces mécanismes persistent dans nos comportements modernes. C'est le problème qu'on a, c'est que nous raisonnons comme aurait raisonné mon ancêtre, simplement l'environnement n'est plus le même. Et vous allez voir que ça génère quand même pas mal de petites choses différentes. Alors à votre avis, en pourcentage, entre Descartes et les émotions et les automatismes, quel est le rapport? 50-50. Alors si c'est 50-50, on aurait un cerveau de 12 kilos, et je pense que ça serait très compliqué. Donc c'est pas 50-50. Non, même. 80-20, c'est un peu mieux, mais c'est encore un cerveau gros comme ça. Ah, même pas. Justement, on parlait de la conférence de Dartmouth, 55, dedans il y a Herbert Simon, prix Nobel en 78 de neuroéconomie, sur sous stress, eh bien, on perd des cognitions. En fait, sous stress, on perd même 3% de quelque chose qui est aux alentours de 95% d'automatisme dans votre quotidien. 95%. On prend à peu près 30 à 40 000 décisions par jour, on ne les conscientise pas toutes. Et dans nos décisions, il y a des choses simples, me gratter le nez jusqu'à qu'est-ce que je fais? Kahneman, Nobel, lui, en 2002, d'économie, il s'était interrogé en disant la finance est-elle rationnelle? Et puis là, l'humain est-il rationnel? La réponse, 35 ans après, c'est non, et un prix Nobel. Et Kahneman va dire on a des grands systèmes que nous on appelait cognition chaude et froide, système 1, système 2, système lent, système rapide. Et le système rapide, inconscient, on parlait d'aéronautique, moi je suis un médecin au comité de la DGAC, eh bien on sait très bien que une fois qu'on a décollé, qu'on a atterri, bon, les mecs ils mettent le pilote automatique et s'il y a une alerte, ils réfléchissent. C'est exactement ce qu'on fait. Et c'est inconscient, nos décisions. Est-ce que vous avez conscience de tout ce qu'il y a dans cette pièce? Non, mais votre cerveau les a regardés. Mais vous n'êtes pas à dire, il y a 12 chaises, machin, ils sont 3, oh, il y a des lunettes. Non, c'est automatique. Et en cas de bout, hop, vous allez porter votre attention à l'endroit où c'est nécessaire. C'est rapide, c'est de l'ordre de centaines de millisecondes, ces prises d'analyse, et c'est basé sur des grands schémas, mais c'est sensible aux erreurs. Alors que l'aspect plus rationnel, celui qu'on a quand on résout un problème de maths, eh bien, c'est lent, c'est coûteux. La preuve, 23 fois 37, vous avez tous fait Et si j'avais dit, le premier, il a 1000 euros, vous auriez fait vous connaissez le coup. C'est 5% en général, mais plus je vous stresserai, même c'est encore plus bas. Et là, on se prend une grosse claque, on se dit comment moi, médecin, etc. Non, nous avons tendance à réfléchir de manière très économique, ne serait-ce que pour faire des diagnostics. Soit on utilise des prototypes où ça ressemble à, soit on utilise des signes qu'on met pathognomoniques. Or lui, il a ça, c'est toujours ça. Alors qu'il faudrait tout screener, puis après faire une analyse. Les catégories, ça marche quand ça marche, et on serait dépassé par la complexité des choses. Et en plus, il y a des grands moments où on fait plus d'erreurs. Par exemple, quand il y a trop d'informations. Quand il y a trop d'infos, qu'est-ce qu'on fait? On trie, on choisit. C'est logique. Quand il faut retenir, vous avez eu 20 sur 20 à tous vos examens? La réponse est non. Et ce n'est pas possible. Simplement, quand on retient, on prend ce qui nous arrange, qu'on sélectionne. Quand il faut agir vite, vous imaginez, je suis là dans la savane. Ouh là là, quel est cet animal d'une tonne 8 qui fonctionne droit vers moi? Il a un poids d'à peu près une tonne 2, c'est une vitesse de 41 km. Si je confère une énergie cinétique et potentielle de je me suis fait piétiner par un buffle. Non, j'ai peur et je m'en vais. Donc, dans des circonstances où on doit agir vite, on a plutôt tendance à laisser faire les choses. Je dis toujours, je suis joueur d'échecs, on ne joue pas aux échecs au milieu du débarquement. Non, on court. Et enfin, quand ça manque de sens, ça vous rappelle rien, ça? Un pangolin qui a rendu malade, qui l'a donné à un autre avec du PQ, etc. On devient complètement complotiste pendant ça. Moi, j'habitais dans le 5e arrondissement, en face d'un magasin où le moindre rouleau de PQ, c'était 35 €. Eh bien, les gens les avaient tous pris. Et plus ils voyaient le rayon vide, plus ils en prenaient. Ça recommençait avec la moutarde, on n'apprend même pas nos trucs. Donc on voit bien que dans ces circonstances, l'humain n'est pas fiable. C'est pour ça qu'on a des checklists, c'est pour ça qu'on se repose sur des choses assez standardisées, parce que sinon on fait de l'erreur.
Carl Friston nous explique ça, parce que vous allez voir. Oui, mais pas moi. Carl Friston, il dit, le cerveau ne perçoit pas le monde tel qu'il est, mais tel qu'il est prévu qu'il soit. C'est presque du Vandame, et c'est loin, pas loin d'être du Cadic qui disait, le réel, c'est ce qui continue à exister quand on n'y croit plus. Eh bien, Friston, il vous explique que le monde est interprété en fonction de croyances. Ces croyances, elles peuvent être conscientes ou non, c'est des représentations du monde qui sont probabilistes, qui sont simplement un point de vue, un a priori, on dit dans un modèle bayésien. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ma croyance, je vais aller la confronter à ce qu'on appelle la vraisemblance. Dans mon environnement, ce que je vais percevoir. Et cet environnement tel que je vais le percevoir va confirmer ou non ma croyance et diminuer ce qu'on appelle l'erreur de prédiction. Mais des fois, on se trompe. Des fois, on prédit trop, ou on est tellement convaincu de sa prédiction qu'on imagine le monde d'une certaine manière. En médecine, c'est pareil. Vous ne me croyez pas? Regardez, test d'Adelson. Ceci est un mini-échiquier, 5 sur 5. Il y a des cases foncées et claires, comme dans tout échiquier. Il y a une case A et une case B. Laquelle est la plus foncée? La A, on est tous d'accord. Et même celui qui dit non parce qu'il connaît le test, il voit la A plus foncée. C'est la vie, ça s'appelle le cerveau. Et bien c'est exactement la même nuance de gris. Donc nuit, jour, ok, c'est pareil. Et même si je retire le contraste, ça paraît plus fort. C'est une illusion d'optique. C'est quoi? Vous avez une attente, voire une différence, il y a une ambiguïté qui bouge, ce qu'on appelle la vraisemblance, et du coup, vous reconstruisez la réalité qui correspond à votre croyance. En médecine, on le fait. Moi, quand j'étais jeune, je voyais un PU, je me disais, le mec, il jette une enclume, elle vole, je faisais, ah ouais, il est fort, lui. Bon, maintenant, je relativise tout à fait le monde, puisque j'y suis depuis 40 ans, mais voilà. Donc, vous voyez que, en fait, notre cerveau a des croyances, plus ou moins fortes, c'est une probabilité marginale, hein, P2H, et si elle est très plate, ça veut dire que je suis très incertain, si elle est très pointue, ça veut dire que j'en suis très sûr. Par exemple, croyez-vous que? Bah, oui. La vraisemblance, c'est ce qu'on observe dans l'environnement. Et par exemple, moi, il m'est arrivé un truc, je regarde un match de rugby, c'était France-Galles l'an dernier, on était en train de battre les Gallois comme chaque année, et à un moment rentre un remplaçant, il s'appelle Gamparé. Et donc je vois Gamparé qui est tout frais, qui joue et machin. J'appelle un pote, je dis, il est pas mal Gamparé. Il me fait, c'est qui Gamparé? Je vois le remplaçant, il me fait, mais non, t'es bête, c'est le sponsor. Et effectivement, moi j'avais vu le truc, il était tard, on avait bu de la bière. Et donc, mon monde était que ce gars s'appelle Gamparé. Et là, tout à coup, tout change. Toute l'équipe devient Gamparé et ils ont chacun des noms. Eh bien, ma vision du monde avait changé juste par un réajustement. Eh bien, en médecine, on le fait en permanence, on est convaincu, on estime, et puis souvent, on aime avoir raison. Ça fait partie des biais sociaux. Oui, non, mais je suis le professeur, c'est moi qui ai raison. On en connaît, nous, les Wissam. Hein. Et donc, quand vous prenez une décision, vous voyez que ce n'est pas tout à fait naturel, il y a un paquet de choses. Et le problème, c'est que quand on prend une décision, si elle tombe bien et juste, elle est favorable, là on a gagné, youpi. Et si jamais elle n'est pas adaptée, c'est ce qu'on appelle une erreur de jugement, elle est biaisée. Donc la question que je pose, c'est peut-on en médecine corriger un peu ça? Il y a plus de 28 biais majeurs qui sont répertoriés en médecine. Moi, du moins, c'est ce que j'avais retrouvé. Et regardez, on en a parlé déjà un petit peu, des biais d'ancrage, tout ce qui est des biais de sélection des informations. Je confirme, je prends que ce que je retiens la dernière fois, mais à chaque fois, ce sont des biais issus de l'évolution. Il est plus important pour moi de savoir qu'il y a des lions à côté de ce point d'eau il y a 2 jours qu'il y a des pommes il y a 25 ans sur cet arbre qui n'étaient plus là. Et mon cerveau va fonctionner comme ça. Sauf qu'en médecine, il va prendre des informations qui l'arrangent. Il va prendre des informations qui lui suffisent. Ou, sans premier point de vue, comme disait Oscar Wilde, il n'y a jamais de seconde chance à une première chance. Ce n'est pas anodin. On se fait une opinion en quelques millisecondes sur les choses. Moi, par exemple, vous m'avez vu, en combien de temps vous êtes fait une opinion positive, joyeuse et super intéressante? Moins de 400 millisecondes. Le reste, c'est de la confirmation. Oh ouais, il est vraiment sympa. Eh bien, le biais de processus, la version à la perte, truc qu'on n'aime pas perdre. Vous préférez qu'on vous donne une prime de 1 000 € ou vous retire 1 000 € d'impôts? Mathématiquement, c'est pareil. Ben, on préfère moins avoir d'impôts à payer parce qu'on les a déjà, on ne nous les vole pas. Eh bien, en médecine, quand on prend les informations, qu'on fait notre enquête, eh bien, on est sujet à tout un lot d'erreurs sur confiance, etc. Et puis, plus votre titre augmente et l'expérience, moins on se remet en question, même si on a de l'expérience. Mais les jeunes ont un Dunning-Kruger. Ils se prennent pour des experts. Moi, j'en ai là. Les mecs qui sont en 2e année, ils m'expliquent les choses. Alors, je leur dis, écoute, gars, tu es en 2e semestre, je suis en 64e semestre, il y a bien une petite différence à un moment. Eh ben non, ils sont super contents d'eux. Bref, les biais, il y en a plein. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh bien, les algorithmes à la rescousse. Mais ce n'est pas anodin pour ceux qui aiment la science-fiction, ou du moins l'anticipation. Vous avez le film issu de la nouvelle de Philip K. Dick, Minority Report. Est-ce qu'on va pêcher par excès ou par défaut? Est-ce que
ce qu'on va prédire est utile ou juste. Et finalement, comment peut-on améliorer la gestion de ces biais? Nous, on travaille avec Olivier Bonneau, vous avez vu tout à l'heure, avec Olivier qui est un copain de l'armée, on s'est connus il y a plus de 30 ans, et on bosse beaucoup là-dessus, sur le phénotypage numérique. C'est quoi? Qui n'a pas de téléphone portable ici? Personne. Eh ben, avec un téléphone portable qui comporte des capteurs, on peut faire ce qu'on appelle de la donnée passive, c'est-à-dire sans rien de vous demander, collecter de la donnée, comme celle du GPS, l'exposition à la lumière. Qu'est-ce qu'on peut avoir encore? L'accéléromètre. On peut, si on a un bracelet connecté, rajouter quelques éléments, alors qui ne sont pas ultra précis, mais suffisants pour nous, comme la conductance cutanée, comme la fréquence cardiaque, l'amplitude de variation du rythme cardiaque. Et ces données passives, on les rajoute à des données actives. Alors actives, ça veut dire que vous allez sur l'écran passer du temps et faire des actions. Et c'est par exemple le temps passé à parler, à utiliser la nuit, le jour, le nombre de fois où vous cliquez, etc. Et vous pouvez rajouter des évaluations momentanées écologiques, comment vas-tu, est-ce que tu hallucines, etc. Ça vous donne une granularité énorme de données prises toutes les secondes. Nous, par exemple, on a entraîné nos modèles sur une base de 65 000 personnes qui ont été mesurées toutes les 2 minutes pendant 4 ans. Là, on ne fait pas ça sur son PC. Hein. Ces trucs, moi, je bosse avec des mecs à l'X, etc. C'est colossal. On les a fine-tunés sur une deuxième population de 12 000 personnes. Mais ça où c'est intéressant, c'est qu'on a pris une population particulière, inclusive, aux États-Unis. Et ça nous a motivés parce qu'on avait la trouille que Trump la ferme. Il ferait bien de la fermer des fois, mais là, pour le coup, c'était un peu compliqué. Et on avait la trouille parce que c'était la première fois qu'on avait une base qui n'était pas que constituée de blancs riches, habitants à Boston ou issus de Stanford. Et donc, ce phénotypage numérique, vous voyez, on peut regarder ce que vous faites et le GPS va nous indiquer une partie de votre activité. Si tout d'un coup, je me mets à tourner en rond toute la nuit autour de chez moi, il y a peut-être un souci. Surtout si ce n'est pas comme d'habitude. C'est peut-être que je suis en train de décompenser un accès maniaque. C'est encore plus rigolo, c'est qu'on a repéré que les maniaques vont vers les points d'eau et les points où il y a du monde. C'est étonnant, en fait. Ou les points verts dans la ville. Si je bouge plus, c'est peut-être que je suis mort, j'ai une jambe cassée, je suis très déprimé, ralenti ou catatonique. Et avec une couche supérieure, qu'on appelle l'environnementome, je vais regarder la météo, etc., pour donner du sens à tout ça. Je peux choper même votre voix. On a publié un beau papier avec des gens des ponts sur l'analyse vocale où on détecte dans 80 à 90% si vous êtes fatigué, déprimé, parkinsonien ou choréique ou anxieux. Les activités, où vous êtes, à quel moment vous le faites. Et tout ça donne énormément d'informations qui sont des proxys comportementaux. Bien sûr, ils ne disent pas ce que vous ressentez subjectivement, mais ils vous disent ce que vous faites objectivement. On peut coupler ça derrière avec de l'analyse. À l'époque, quand le papier est sorti en 2015, enfin pas celui-là j'ai écrit en je ne sais plus quand, mais c'était des questionnaires maintenant avec justement un LLM, ce qu'on appelle en tiny recursive model, c'est-à-dire des petits modèles entraînés autonomes qui demandent très peu de paramétrage parce qu'ils vérifient différemment les choses. On peut les implémenter dans un téléphone sans avoir besoin de passer par un serveur, puisqu'ils sont circulaires, et obtenir de la mesure de souffrance, de subjectivité, dès lors qu'on l'entraîne là-dessus. Donc vous avez énormément de possibilités de récolter de la donnée et de l'analyser en vue de voir si effectivement ça correspond à des profils de rechute, etc. Et là, par exemple, on est en train de finir une étude, 1200 patients, c'était l'objectif, où avec un bracelet connecté, on mesure la réponse thérapeutique à un traitement et la probabilité de rechute à 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et donc, on a des résultats assez impressionnants. C'est un modèle de fondation, pour ceux qui connaissent, qui nous permet, une fois qu'on l'a entraîné, de le mettre à toutes les pathologies du registre de la psychiatrie. Mais nos biais, nos erreurs, est-ce que c'est intéressant d'avoir ça? Moi, ce que je ne veux pas, c'est l'autonomie pure. Et on va reparler de cinéma. Connaissez-vous, il y a un film comme ça avec Matt Damon où les riches vivent autour d'une station spatiale, les pauvres dans la poussière, Elyséum, et le mec est malade, il rentre dedans, ça fait vu, tu as un lymphome, vu, tu n'as plus de lymphome, plus de médecin, plus rien. Deuxième, c'est idiocratie. L'humanité est devenue bête. Et le mec, il rentre, il appuie sur des boutons, un peu la dictée magique. Ça fait, ils ne comprennent rien, c'est des icônes. Mais le troisième personnage intéressant, c'est McCoy. McCoy, c'est le médecin dans Star Trek. Et il s'oppose à Spock, qui est un peu l'IA du truc, un peu rationnel. Et lui, il a un boîtier, il le passe sur toi, il fait « Oh là là, tu t'es fait piquer par un ver stellaire, mais je vais t'aider. » Et donc, est-ce que c'est ça que ça limite? Et est-ce que c'est ça le médecin de demain? Ce médecin augmenté, réhumanisé, et surtout qui fait moins d'erreurs. Et là, c'était un peu le modèle qu'on avait... c'est une presse, 2021, maintenant il est publié. Mais c'était justement, on avait essayé de voir quels outils, dans le phénotypage numérique, pouvaient limiter des biais et des erreurs. Comment vous avez dormi? Vous dormez en ce moment? Vous avez eu le flou de ma question. Vous allez me répondre bien, mal. Le flou de votre réponse.
Moi, cette nuit, j'ai dormi vachement. Je me suis endormi à 9h30 et je me suis réveillé à 5-6 heures. Ce qui, pour moi, c'est les 3 heures d'avant qui ne sont pas habituelles. Mais la veille, je n'avais pas beaucoup dormi. Est-ce que je dors bien ou pas? En fait, ouais, je suis en forme là. J'ai bien dormi. La veille, j'ai pas bien dormi parce que j'étais à un congrès à Bordeaux, donc on a bu du Bordeaux et qu'on ne dormait pas bien après, quoi. Et mais si je devais voir un médecin du sommeil, alors il me dirait bah, faites un agenda du sommeil. Mais oui, mais là tout de suite, qu'est-ce que je fais avec ma plainte? Ah bon, bah prenez ça. Or, si je regarde mon recueil automatisé de sommeil, ce qui est très simple à faire avec l'exposition à la lumière, je sais exactement ce qu'il y a. Et le patient, il va me dire oui, moi je sais. Il reprend du pouvoir aussi parce que ces données sont opposables à moi, ce que je disais. Éthiquement, c'est vachement plus équilibré. Je ne suis plus le sachant pur, il est aussi lui-même sachant de sa santé car il a les données pour me le dire. Donc, tous ces biais qu'on a de contextualisation, d'effets de récence primaire, des biais mnésiques, des biais de choix d'information, des biais d'arrêt précoce de raisonnement, etc., parce qu'on le fait vite, comme tu disais, bon, bah, j'ai trouvé, bah, c'est bon, j'ai trouvé. Eh bien, en fait, là, ça nous oblige à aller différemment, peut-être plus loin. Et rien que ce petit outil, j'aurais pu le faire sur d'autres éléments en IA. Moi, j'ai pris, non pas une IA générative, parce que c'est vrai qu'on est toujours dans ce stéréotype IA égale ChatGPT, c'est qu'un petit bout de l'IA. Là, c'est de l'algorithmique vraiment classique, c'est des classifieurs qu'on fait avec des modèles particulièrement, enfin pas standards, mais simples d'IA, c'est pas transcendant. Et on arrive à résoudre quand même des problèmes et surtout, non pas à faire le diagnostic, mais avoir plus d'éléments pour que l'humain le fasse de manière objective. Le problème qu'on a, c'est toujours les catégories et les choses, mais qu'est-ce que ça peut donner? Ça va modifier, moi, je pense, l'ontologie médicale. C'est vrai. Combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel? 7, 9, 7? Non. Constante de Planck, variation de longueur d'onde, je vais l'ultraviolet à l'infrarouge ou réciproquement, c'est une infinité. Vous opposez les catégories aux dimensions. Or, la médecine est catégorielle, parce que c'est simple. Si je vous dis, lui, c'est un abruti, vous voyez à peu près ce que c'est. Je n'ai pas besoin d'épiloguer. Par contre, je dis, explique pourquoi c'est un abruti. Et ça va être long. On a l'habitude de raisonner en catégories. Or, les catégories sont purement subjectives. Elles ne sont que le reflet du modèle de croyance que j'ai et des perceptions qui l'accompagnent. Nos ancêtres, quand ils voyageaient, les grands navigateurs, on prend les Phéniciens, eh bien, ils se basaient sur des constellations qui étaient des créations de l'esprit. Pourquoi? Parce qu'ils ne voyaient pas plus loin que ça, mais ils avaient leur modèle du ciel. D'ailleurs, chaque culture avait à peu près le sien, ce qui montre que ce n'était pas vrai. Vous prenez James Webb, vous voyez l'univers complètement différemment, et ses lois, et vous comprenez mieux. Pourquoi? Parce on capte plus de données. Eh bien, avec tous ces modèles, par exemple, de phénotypage ou autres, nous allons avoir une granularité tellement forte qu'on va récupérer tellement de données qu'on va peut-être redéfinir la manière de voir une ontologie. L'ontologie, c'est vraiment de quoi je parle sur comment je décris le réel. Est-ce que ma catégorie schizophrénie, pour nous, elle est si objective que ça? Est-ce que la catégorie machin, ça change tout le temps quand on prend des noms même de nos DSM de 1960 avec le 1 ou le 2, on ne comprend rien. Et donc, on va probablement décrire les choses différemment. Et là, c'était pour montrer ce qu'on avait fait avec Olivier Bonneau. Je le montre parce que ça fait classe. En fait, c'est un article que j'ai écrit, je ne le comprends toujours pas trop. Je l'ai mis dans le Google Notebook LM. J'ai mis un an à l'écrire. En 2 secondes, il m'a tout expliqué. Et il a été plus fort que moi sur moi. Crise existentielle, je peux vous rassurer. Et bien, vous savez comment j'ai été sauvé? Par une patiente qui me dit, voilà, j'ai mis mon dossier dans ChatGPT. Qu'en pensez-vous? Et je lui ai dit merci. Merci parce que vous avez rétabli mon niveau d'expertise. Ça, c'est de la merde, ça on connaît, ça marche pas, ça j'ai déjà fait, ça on s'en fout. Mais faites gaffe avec ChatGPT simplement parce que mettez pas votre nom et votre prénom. Ce que je voulais dire par là, c'est que nous, on teste nos modèles, et là, on avait fait 5000 jumeaux numériques qu'on a torturés, des petits Sims, voilà, et on voyait simplement si, au fur et à mesure de chaque variation, notre modèle était stable, parce qu'on lui a aussi mis une ontologie a priori. C'est-à-dire qu'il n'est pas neutre, mon modèle d'IA. Il est aussi une représentation que j'ai moi-même du monde médical, sauf si je fais du deep learning, auquel cas je ne sais plus où je vais, et là, ça m'échappe un petit peu. Donc, ces outils, c'est intéressant, et son ontologie médicale, et en particulier pour nous psychiatriques, elle est vivante. Elle est interactionnelle, relationnelle. Les symptômes n'existent que parce qu'ils sont en lien avec d'autres environnements et d'autres individus, temporels, processuels, multimodal, et ça change tout le temps. C'est ça que l'IA apporte aussi, c'est une nouvelle manière, de voir, de revoir et de revoir en permanence. Et ça, c'est passionnant parce que ça affiche plus les choses. Sauf que, est-ce qu'une émergence mathématique est une réalité? Peut-être, peut-être pas. Est-ce que l'expérience clinique face au modèle statistique, beaucoup, je vais perdre un peu de mon sens, de mon expertise et du vécu subjectif. Je n'y crois pas. Et je conclurai par, voilà, ce qu'on va être un petit peu demain. Avant, vous savez d'où vient le mot guérir? Peu de gens le savent. C'est du haut latin et du bas saxon, qui veut dire protéger d'eux. Et d'ailleurs, guérir, ça donne garant.
garantir. Warrant en anglais, assuré, c'est protéger d'eux. Et nous, on va devenir, pour être des guérisseurs, des protecteurs d'eux, c'est-à-dire des curateurs de données. Moi, quand j'étais jeune, je pouvais lire 25 pages, je les apprenais quasiment à la lecture. Totalement inutile, puisque j'apprenais 80% de choses inutiles. Aujourd'hui, j'ai plus cette capacité mnésique, mais je sais exactement ce qu'il faut apprendre. Et c'est ça qui est intéressant, parce que je suis un curateur de données. Moi, quand on me pose une question, je sais ou je ne sais pas, mais je veux être garant de la réponse. Et avant, expertise encyclopédique, détention de l'information, connaissances multiples, aujourd'hui, curation intelligente, orchestration des soins et création de sens, et surtout, le médecin augmenté. Et comme disait Churchill, si vous ne prenez pas une innovation ou une nouveauté par la main, elle vous prendra à la gorge. Il n'y a pas le choix. Il faut y aller. On n'arrête pas un TGV avec les mains, ça fait boum, mais ça, on ne le fait qu'une fois. Et c'est pour ça que ce que je voulais montrer, c'est que dans notre décision médicale, nous sommes tout sauf objectifs. Nous sommes influencés par nous-mêmes et le monde qui nous entoure. Et très probablement, pour moi, un des objets vraiment importants de l'intelligence artificielle, de l'algorithmique au sens plus large, c'est simplement d'être plus objectif et de l'accepter. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé. On a le temps pour un peu de quelques échanges. Nathalie, puis Élie, pardon, derrière. Merci énormément. Est-ce que pour continuer avec cette question, est-ce qu'on pourrait dire que l'intelligence artificielle ou ces systèmes d'aide à la décision, quels qu'ils soient, apportent une approche beaucoup plus quantitative que qualitative, que nous qui faisons un peu une concordance de script avec ce que nous voyons, ce qui est stocké dans notre catégorie mentale comme étant similaire? Est-ce qu'on ne revient pas à quelque chose qui se rapproche de l'effort que nous faisons pour rendre l'information quantitative quand nous sommes en mode analyse explicite analytique, et c'est ce que ça nous apporte? Alors, il y a des boîtes dans la boîte un petit peu dans cette question déjà. Mais entre le qualitatif et le quantitatif, j'ai envie de dire, on les fusionne. C'est que le quantitatif data n'est pas, on ne peut pas l'appréhender. C'est tellement complexe, il y a tellement d'éléments que ça nous échappe. Et il y a un très bel article de Nagel de 1974 que les neurologues connaissent bien, c'est comment je pense une chauve-souris. C'est pas parce que je sais comment marchent les colocations que je peux me représenter le monde vu par une chauve-souris qui est en écolocation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'univers, j'en capture qu'une petite portion. Et dans sa quantité, j'en ai qu'une petite portion. L'intelligence artificielle, du moins les algorithmes ou la captation de données vastes et la détection de patterns, m'ouvre à une quantité bien supérieure. Mais une fois qu'elle est là, qu'est-ce que j'en fais? Parce qu'elle doit être qualitative, utile, pas utile, transposable, pas transposable. Et c'est là où l'expertise a priori nous aide à faire des choix et que l'humain n'est pas sorti de ça. Je me suis rendu compte d'un truc complètement fou. Vous connaissez Yann LeCun, fondateur du deep learning, Yann Lequin en français, ancien président de Google, etc. Et je lis un documentaire. En fait, j'ai fait de la musique avec son frère pendant des années et je le connaissais lui aussi. Je n'avais pas capté que c'était le même nom de pote parce que je l'appelais Bertrand Lequin. Son frère, lui, à la télé, il dit LeCun. Il me manquait juste un truc auditif, ça fait que j'ai séparé les mondes. Et dès que j'ai compris, parce que j'ai vu qu'il venait du même point que moi, j'ai fait le lien. J'ai transposé une donnée disparate en une donnée qui me concerne et donc une donnée, enfin utile, à 2 balles, ouais, je connais Yann LeCun, quoi. Mais ça veut dire qu'on fait tout cet effort pour choper et synthétiser l'utile. Mais est-ce que je ne vais pas laisser une petite partie des choses automatisées pour moi me recentrer sur le temps? Parce qu'on me dit, est-ce que tu gagnes du temps? Ouais, depuis que j'utilise l'IA dans mon quotidien, j'ai économisé de l'argent. La seule action que j'ai fait qui n'a pas perdu depuis le début là, du souk, c'est électricité de Strasbourg. Et ChatGPT m'avait conseillé de le prendre. J'étais à 42% avant les micro-crashs, à 32%. Donc, moi, je suis nul en tout ça. Et je gagne 2 heures par jour. Je refais de la musique, je rejoue aux échecs. Et je suis vachement plus serein. Donc, c'est du qualitatif pour moi. Oui. Moi, j'ai une question sur l'intelligence artificielle. On parle que de l'intelligence artificielle. Est-ce que l'intelligence artificielle ne crée pas en nous, les humains, l'idiotie artificielle? Parce que à force d'utiliser le système d'intelligence artificielle, on oublie tout. Je prends un exemple qui est très simple. Nous tous ici, moi aujourd'hui, j'ai perdu quelques intelligences émotionnelles. Je suis plus capable de dormir sans réveil. Si vous me donnez un rendez-vous à 7 heures, quand je dormirai chez moi, je mettrai un réveil. Parce que vous, comme moi, on est incapable de se réveiller Alors, perdu. à l'heure sans pouvoir mettre le... Il y a encore des gens qui le font, mais petit à petit, Moi, on le perd complètement. Moi, ici, Mais c'est pas, là, c'est pas l'intelligence artificielle. Enfin, je vois ce que vous voulez dire.
faut pas oublier qu'on a le poids de la contrainte de l'environnement qui modifie des bases humaines. C'est ce que je vous disais, c'est ce qu'on appelle le mismatch. Maintenant, je suis complètement d'accord, c'est la question de créer, ça c'est plus le procès qu'on peut faire aux IA génératives, c'est que si elles créent du contenu dont elles vont s'inspirer pour recréer du contenu, etc., oui, moi il y a ce que j'appelle le syndrome de Habsbourg numérique. Les Habsbourg, à force de se reproduire entre eux, les dernières lignées, elles n'étaient pas fraîches. Et la data, c'est un petit peu ça, et il va y avoir aussi une nécessité de traçabilité de l'origine des sources et du pourcentage finalement d'IA made. Mais dans les publications scientifiques, on nous demande de dire si on a utilisé des IA génératives ou pas. Et je pense que c'est l'honnêteté que de dire oui. Et là, par exemple, on écrit un article sur phénotype numérique et libre arbitre, qui est vraiment un article de philosophie des sciences. Et on s'est forcé à faire toute la première partie, génération des idées, première trame, sans aucune IA. Aucune. Et c'est mon interne qui m'a dit, je veux que ça soit comme ça. Et on va l'utiliser pour l'anglais, parce qu'on n'est pas des bêtes en anglais. Mais le reste, la pensée, elle est comme ça. Et ben, cet article, je vais écrire dedans qu'il a été fait comme ça, et que l'IA, c'est juste pour vérifier mon anglais pourri. Ça, c'est important. Et on ne devient pas bête, on ne perd pas que des fonctions. Il y a des fonctions qui sont plus utiles ou qui sont utiles dans un contexte donné. Est-ce que calculer, on est fait pour un humain, ça compte 1, 2, beaucoup. En neurosciences, c'est démontré. Pourtant, on fait du calcul mental et avec la calculatrice, on a arrêté d'en faire. Est-ce que c'est grave puisqu'un 2, beaucoup, des calculs, plus de calculs? Bon, il y a des tâches qui étaient utiles, il y a des tâches qui le sont moins. Et ce n'est pas de devenir bête, mais moi, par exemple, je sais aux échecs, les programmes les plus... Ils ont 3600 Elo, c'est énorme. On n'imagine même pas. Magnus Carlsen, il était à 2442, un truc comme ça, et Kasparov pas loin. C'est énorme. Pourtant, il n'y a jamais eu autant de joueurs d'échecs qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que l'IA fait mieux qu'elle est plus intelligente. Elle court plus vite parce qu'elle a plus de jambes. Mais il y a des tâches qu'il faut interroger. Et les tâches de bas niveau, à faible valeur ajoutée, j'ai un langage industriel, mais c'est la réalité. Moi, en tant que médecin, je suis parasité par un nombre de tâches colossales qui, elles, me font perdre de l'intelligence parce qu'elles me font de la charge mentale et du bruit de fond. Je les délègue à des IA et ça marche mieux. Chez moi, tout est piloté, le chauffage, le machin. Bon, l'autre fois, il y a un mec qui vient, il a appuyé sur un bouton, j'ai caillé pendant 24 heures, mais c'est du gain et pour moi, du temps d'intelligence. Parce que quand je fais 1h30 de musique, mon cerveau, il est 10 fois mieux. Voilà. Oui, il y aurait plusieurs questions, effectivement, mais bravo pour votre présentation. Merci. Votre dernier mot de présentation, c'était sens, création de sens. Ouais. À l'échelle individuelle, sociétale et mondiale, aujourd'hui, quel sens vous voyez à toute cette intelligence artificielle, son rôle, quel est l'objectif ultime de cette sophistication qui est incroyablement puissante? Mais si on réfléchit un peu, et vous êtes psychiatre, donc vous essayez de connaître la profondeur de l'âme, qui est la spécificité un peu de l'humain par rapport à l'IA, qu'en pensez-vous? Le sens ultime de ça à court, moyen, long terme pour l'humanité? C'est une question tellement complexe que je ne pourrais pas donner de réponse. Ouais, moi j'ai du temps pour réétudier ce qui me donne du sens. C'est que je relis les philosophes, je relis tout ça, parce que j'ai du temps qui est dégagé et qui était un temps à faible intérêt pour moi. Maintenant, du sens, c'est la nature humaine que de faire au plus économique. La preuve, on a toujours cherché, pour améliorer notre survie, à diminuer la charge. En neuroéconomie, valeur nette d'une action décidée, c'est bénéfice attendu moins le coût avec un effet de salience divisé par l'unité de temps. Je vous fais à la base. Plus le coût est élevé, moins on fait, plus le coût baisse, plus on a le sentiment que le bénéfice est élevé, même s'il est faible. Eh bien, l'IA réduit les coûts. Maintenant, quel bénéfice j'attends? Il y a des gens qui vont prendre un bénéfice financier, moi je vais prendre un bénéfice intellectuel, et on retrouve des tempéraments qui sont complètement différents. Donc il n'y a pas une réponse, mais des réponses. Mais en médecine, j'ai lu un article sur deux articles, un truc dans le JMIR sur la charge mentale liée aux outils, et un deuxième sur le temps et le soin. Et moi, on m'avait dit, vous êtes capitaliste. Putain, gars, j'habite en vélo, j'habite dans le 10e, je bosse à la paix. Je ne suis pas capitaliste pour l'instant. J'étais avant en classe préparatoire, grande école, commerce, etc. Je me suis barré de ce circuit justement parce que c'était trop pour moi. Eh bien, je pense que chacun va trouver son sens et les IA sont avantageuses. Pour conclure, ChatGPT, moi, je n'étais pas satisfait des réponses qu'il me donnait. Je l'ai modifié. J'ai créé un système il y a 1 an et demi, multi-agentique, avec une vingtaine d'agents, des régulateurs, etc., qui raisonneraient comme je raisonnerais moi. Je l'ai fait analyser mes données. Et maintenant, alors, ce n'est pas moi qui l'aurais fait faire, hein, mais Grok, etc., font tout ça, ces systèmes multi-agentiques. J'ai simplement paramétré l'outil pour qu'il soit à ma main. Et
ça, c'est aussi de l'adaptation, c'est du quali, et j'ai vraiment un gain énorme, et ça, pour moi, ça a du sens, puisque l'output est beaucoup plus proche du mien, et c'est un jumeau réflexif, et non un machin qui me donne les réponses sans que je les comprenne. Simplement, est-ce que tout le monde... Ben, je ne me mets pas au-dessus du lot, mais je suis plus vieux, j'ai cette chance d'avoir étudié, et aussi l'esprit critique. C'est ça qu'il faut faire, et aux étudiants en médecine aujourd'hui, personne ne leur apprend. Merci. Merci beaucoup Stéphane, c'était passionnant. Alors à la fin de cette journée, on tenait à premièrement remercier le comité scientifique qui a concocté un programme passionnant. Tous les intervenants et les intervenantes, les modérateurs et les modératrices, merci à vous d'avoir participé à cette journée. C'est notre 4e. D'habitude, on organise un dîner à la suite de la journée, mais la situation voulait que aujourd'hui, on a préféré garder la journée et différer le dîner en espérant de pouvoir l'organiser dans des moments plus joyeux pour notre pays. Mais en tout cas, on continue d'avancer. L'idée, c'est de réfléchir ensemble. L'idée, c'est de fédérer. Et l'idée aussi, c'est de montrer notre résilience dans la science, dans la santé, en tant que Libanais, franco-libanais, européen-libanais. Et si vous voulez ajouter un mot. Je pense que tu as tout dit, surtout remercier les équipes, c'est Charbel, le président du comité scientifique, et tous les membres du comité scientifique et du comité d'organisation. Et rendez-vous l'année prochaine. Merci beaucoup.